à la RDC, aux efforts de la RDC, et l'appui aux communautés régionales qui sont avec nous dans ce combat contre l'agression rwandaise. Donc, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Je voudrais tout simplement rassurer les compatriotes, au nom du président de la République et du gouvernement, que nous n'allons pas lâcher prise, que nous allons continuer nos efforts et, qu'on le veuille ou non, le Congo, pendant ce mandat et le plus rapidement possible, va retrouver la paix, la sécurité, la stabilité à l'Est, pour qu'ensemble, nous pouvons marcher vers le progrès, vers la démocratie, comme un seul. Voilà la réponse que je peux vous donner sur la question après le retrait de la MONUSCO. Nous ne devons pas avoir peur de prendre nos responsabilités. Et il y a eu une autre question sur la question des déplacés. Je crois que madame la représentante spéciale a répondu. Bon, je pourrais la compléter de cette manière-ci. Il n'y a pas une fin de souffrance des personnes déplacées si il n'y a pas la fin de la vie. On ne se trompe pas. Tant que les armes vont continuer à députer, c'est-à-dire tant que l'agression rwandaise va demeurer, tant que par ailleurs on pense qu'on peut se permettre de violer notre intégrité territoriale, de nous imposer une façon de vivre, nous allons continuer le combat et la question de déplacer, c'est une question qui va être là. Et nous attendons la résoudre. Il n'y a pas une autre façon de faire sans que, parce que j'ai parlé de la fin de la vie, nos compatriotes rentrent à leur domicile. Nous ne sommes pas, nous, Congo, nous n'avons aucune vocation d'être l'industrie de production de déplacés. Nous refusons cela. Donc, il faut que nos compatriotes rentrent chez eux. Et il faut absolument que l'État congolais, quel que soit ce qu'on peut penser de bonne ou de mauvaise foi, rentre dans ses droits régaliens, c'est-à-dire que l'autorité soit restaurée. Il faut également que, pour cela, nous puissions poursuivre, relancer le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Pour en parler en d'autres circonstances, il y a eu certainement par le concours de paix, par la force des événements, une sorte de ralenti. Bon, n'entre pas dans ce détail-là parce qu'on n'a pas convenu de faire une conférence conjointe sur ça. Mais la vérité, c'est que le processus a pris de la grippe quelque part. Nous sommes entrés aussi dans le processus électoral qui était fondamental en termes de constitution, en termes de légitimité. Maintenant, certainement que des initiatives seront prises par le président de la République et le gouvernement pour relancer le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Ça, c'est très important. Ceci dit, de manière tout à fait conjoncturelle, on doit le savoir, nous avons des contacts avec nos partenaires, dont les Nations Unies évidemment, parce que c'est avec les Nations Unies qu'on parle aujourd'hui, pour examiner la question de l'aide humanitaire. Nous avons au niveau du gouvernement tout les ministères, le ministère des Affaires sociales, solidarité et j'en passe, qui s'occupe aussi de ces questions-là. Il y a un budget qui est prévu. Nous devons passer, nous devons réaliser des actions qui sont prévues dans ce budget. Et cela, non autant que nous entrons dans la phase, certainement, de l'expédition des affaires courantes, il y a un chef d'État qui est élu, confirmé, et qui va officiellement poursuivre son travail en deuxième mandat à partir de la prestation de serment. C'est très clair. Donc voilà comment nous projetons l'affaire de déplacer. D'un côté, des solutions pérennes, je le dis, et de l'autre, de manière conjoncturelle, on doit se pencher sur l'action humanitaire à l'interne comme à l'extérieur. Voilà. Il y a eu la question de l'échec de la volonté. Je vous en prie.
Merci, Excellence, pour les ajouts concernant la situation des personnes déplacées internes. Et peut-être c'est le lieu de amener un élément, vous avez déjà dit, mais je pense de le renforcer, c'est que la situation des personnes déplacées internes, nous en avons quasiment presque maintenant 7 millions, 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5. Si je ne me trompe, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que c'est le lieu dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe et je pense qu'il vous sera tout aussi important pour la condition, améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles. Et ça ne peut se faire que s'il y a la paix. Et je pense pas que c'est un bon narratif pour la RDC d'avoir ce nombre absolument faramineux de personnes déplacées internes. Donc je suis d'accord avec vous, Excellence, que c'est un vrai sujet en lui-même et qu'il faut arriver à ce qu'on arrête la souffrance. Sur la question de quelle est mon évaluation, je vais juste dire que lorsqu'on évalue un partenariat, on l'évalue conjointement. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que nous sommes conjoints dans cette communication. Et je veux arrêter là sur cette question qui n'était en fait pas une question, c'était un commentaire. C'est comme ça que je le prends. Et je crois que c'est à peu près tout. La question des critères d'évaluation. Alors, les critères d'évaluation ont été discutés pareillement dans les groupes de travail qui ont organisé le plan de désengagement. Et la focalisation pour nous, c'est essentiellement qu'est-ce qui se passe en termes d'incidents de sécurité. Donc, l'insécurité, comment est-ce qu'elle se manifeste par rapport à la protection des civils, en sachant que c'est la protection des civils qui est notre ancrage principal, parce que pour les autres domaines où il y a la continuité du travail des agences fonds et programmes, nous avons la question de la restauration, de l'amplification de la présence de l'autorité, de l'état de droit partout sur le territoire congolais et notamment à l'Est. Et dans ce contexte, nous, et c'est peut-être le moment pour moi de le dire, c'est que dans le groupe de travail numéro 2, qui a été établi pour discuter justement comment est-ce que les agences fonds et programmes vont appuyer les efforts de l'autorité congolaise dans tous ses démembrements et les différents ministères. L'insistance est sur la protection des civils, donc c'est un critère, j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est la question des droits de l'homme, et donc on regarde tous les aspects de violation des droits de l'homme, les violations graves, etc. La question des violences basées sur le genre et la question des violences aussi sexuelles liées au conflit. Et nous regardons aussi tout ce qui concerne la justice, la présence de la justice, donc l'administration de la justice, y compris la justice transitionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont interreliés avec la cohésion nationale, la coexistence pacifique entre les communautés, et donc l'élément justice transitionnelle est importante dans le contexte où il faut solidifier, consolider, parce que même quand on a la paix, tous les fléaux ne sont pas terminés. Je pense que ça aussi, c'est le point important que vous avez fait. Donc, il faut travailler sur cette dimension de justice transitionnelle pour asseoir une paix durable. Et puis, nous avons donc le PDDRCS, que maintenant vous avez tout l'acronyme en entier, la réforme de secteur de sécurité, comment est la présence des forces de sécurité
dans les différentes provinces en ce qui concerne la FRDC, en ce qui concerne la PNC et puis bien sûr les autres accompagnements. Donc voilà, ce sont des éléments absolument importants. Et puis pour nous, parmi les critères aussi, c'est qu'est-ce qui se passe avec femmes, paix et sécurité en termes de représentation, en termes de participation au processus de décision, en même temps en ce qui concerne leur capacité à pouvoir vaquer à leurs occupations sans être dérangés par les groupes armés, par l'insécurité qui s'exprime d'une manière ou d'une autre sur terrain. Et la même chose en ce qui concerne les jeunes, puisqu'on a aussi la résolution 2250, on nous demande de mettre en œuvre et qui regarde pareil la participation des jeunes. On a un pays très jeune en ce qui concerne la RDC. C'est une richesse et je pense que là aussi, de la manière d'accompagner ces jeunes, c'est parmi les critères qui ont été pris en compte dans le plan de désengagement. Je pense que c'est... Voilà, donc je voudrais compléter Madame la représentante spéciale par rapport à ces deux questions. La MONUSCO échec non. Elle a déjà donné une réponse. J'ajoute que la MONUSCO, commençons par la MONU ou la MONUSCO ont fait ce que nous pouvions faire avec les moyens juridiques, politiques, matériels et militaires à leur portée. Le travail à faire, il est encore énorme pour qu'on retrouve la normalité institutionnelle, la paix civile et la vitesse qu'il faut pour le développement du pays. Le chemin à parcourir est long, parsemé de beaucoup d'embûches, et donc nous devons continuer le travail. J'ai parlé des moyens, et je renvoie ceux qui suivent le dossier aux déclarations sincères, constructives du secrétaire général des Nations Unies, je crois il y a 2 ans, en 2000, nous sommes 22, sur RFI, dans une interview qu'il a accordée à RFI, à France 24. Je crois que vous avez suivi le secrétaire général. Il était très responsable, sincère, et même dans les rapports, ceux qui peuvent le lire, il a déposé le Conseil de sécurité au mois d'août de cette année. Donc, relativisons les choses, soyons conscients de ce que le travail à faire, il est encore énorme, il demande la mobilisation de beaucoup de ressources, d'abord internes. Les critères d'évaluation, Madame la représentante a dit, a donné certains éléments qui entrent dans le panier. Je voudrais que cela ne prête pas à équivoque, que l'on ne dise pas que Madame la représentante a dit que l'on arrêterait le processus de retrait s'il n'y a pas de performance, si on n'a pas réalisé ces éléments importants de gestion de l'État, des éléments de programmation gouvernementale. Nous allons évaluer tous ces éléments-là et surtout voir comment le processus de retrait se réalise. Quel ajustement faudra-t-il pour que la réussite soit là, comme l'a souhaité le président, pour que l'agent entre dans les chantiers, normalement, 31 décembre de cette année, nous sommes à la fin du processus de retrait. J'aime bien ce que nos partenaires de la MONUSCO disent souvent. On fait la part de transition et le retrait de la MONUSCO. Je crois que c'est très important. La transition, elle va durer. C'est un ensemble de paramètres qu'il faut réunir, qu'il faut améliorer un peu, comme Madame la représentante spéciale a dit. Mais le retrait au sens physique du terme, et au sens même administratif, nous nous battons
pour que tout soit fait à la fin de cette année. Voilà les précisions que je voulais apporter. Être clair, blanc comme neige, clair comme de l'eau, clair dans un verre. Alors, nous allons prendre les 5 nouvelles questions pour la deuxième série. Je pense que toutes les 5 questions de la première série ont été déjà prises en charge. Oui, le micro. La dame. C'est long, c'est Rochia Songo pour Reuters. Je voulais avoir une précision pour revenir un peu sur la citation de Madame. Parlons du plan. Vous n'êtes pas audible. Positionnez mieux le micro. Excusez-moi, je vais rebondir en partant de la citation de Madame Bintou. Lorsqu'on évalue un partenariat, on évalue conjointement. Alors ma question, c'est plus pour la suite. J'aimerais savoir, on est parti de combien de militaires, des troupes de la MONUSCO, peut-être que ça nous aiderait à avoir une idée, qui étaient présents au pays, et combien sont partis déjà, ou combien seront partis à partir du mois d'avril, fin avril si j'ai compris. Et du côté des autorités, si c'est possible de nous dire exactement combien d'agents de l'ordre, que ce soit de la police nationale ou des FRDC, parce que c'est dit de manière très générale, mais combien vont être déployés exactement, parce que là, on entend au moins 11 millions de personnes déplacées, donc il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans toutes les zones où la MONUSCO était établie. Concrètement, si on peut avoir au moins les chiffres, ça nous aiderait de faire nos analyses ou les bilans nous-mêmes et d'avoir des réponses très philosophiques. Merci. Merci. Le micro, le monsieur au point. Est-ce que... Oui. Merci beaucoup. Moi, c'est Patrick Félix Abeli, Antenne A Télévision. Madame Bintou Keïta, vous avez parlé de critères d'évaluation. Je serai un peu concret avec ma question. Vous avez parlé bien sûr de vos critères, mais je voulais savoir, vous êtes la représentante des Nations Unies, vous avez entamé ce processus de retrait, la MONUSCO va partir, mais en termes de cette évaluation-là, vous devez avoir quand même un sentiment, soit c'est le regret ou bien la satisfaction. Et aussi du côté gouvernemental, je sais que c'est presque la même question quand vous savez que vous avez été avec vos partenaires et vous avez procédé aussi à cette même évaluation-là. Comment vous avez jugé leur travail sur terrain? Ils ont échoué ou ils ont réussi? C'est ça ma question. Oui, Madame Doris, le micro devant ici. Bonjour, je suis Annie Thomas de l'AFP, l'agence France Presse. Vous dites que le retrait a commencé, mais est-ce que ça signifie qu'une des 14 bases du Sud Kivu a déjà fermé? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la première fermeture programmée et quand, s'il vous plaît? Oui, nous allons prendre la dernière question de la deuxième. Oui, allez-y. Merci pour la parole accordée. C'est Welcome Gimbi pour Saint-Bédigi. Ma question s'adresse au VPN Christophe Toumoula. Il est vrai que je suis intéressé par la thématique du jour, qui rencontre un éclairage sur un certain nombre de lanternes. Mais actualité oblige, outre la question de l'insécurité dans l'Est de RDC, mais également du retrait progressif de la MONUSCO, il y a aussi dans la sous-région, dans la région de Grand Lac, la crise qui s'est actuellement entre Bujumbura et puis Kigali, dans laquelle on trouve le Burundi accusé le Rwanda de soutenir de groupes rebelles, notamment Tête d'Abara, chose qui a même aujourd'hui créé la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Maintenant, du côté de la RDC, ma question c'est de savoir, pour des millions de Congolais que nous représentons ici présents, quelles sont les mesures préventives qui ont déjà été prises par le gouvernement congolais pour contrecarrer cette incursion, si on peut le dire, de ces groupes rebelles, alors que le pays fait déjà face au groupe rebelle M23 depuis des années. Merci.
J'enregistre la 5e et dernière question. Merci pour la question, Albert Ombani, America Télévision. Mères Excellences, je suis content que l'amour entre le gouvernement et la MONUSCO puisse se reprendre après tout ce qu'il y a eu comme échauffement. La question est celle-ci. Sur le terrain, plus précisément au Nord Kivu, dans les territoires de Massis, Rutshuru et Nyiragongo, les troupes du M23 persistent. Est-ce que la MONUSCO, avec ses troupes, va aider le gouvernement congolais comme il l'a fait, je précise, en 2013, à appliquer le chapitre 7 et surtout à donner le mandat offensif ou à participer à ce mandat aux troupes de la SADC qui sont présents. Il s'agit de la République de Malawi, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Merci. OK. Avant de passer très respectueusement la parole à leurs excellences, je voudrais inviter les médias qui nous suivent depuis la province du Nord Kivu à bien vouloir préparer leurs questions pour la 3e série. Excellences. Alors, je n'avais pas très bien compris la question et on m'a remis une petite note et je pense que ça va être répondu en 2 temps. C'est combien de troupes de la MONUSCO vont se retirer. Là, je peux donner les chiffres en ce qui concerne la MONUSCO et quand il s'agit du déploiement du côté de l'autorité congolaise, je vais passer la parole à son Excellence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Je ne parle pas au nom de l'autorité ici. Donc, très clairement, nous avons en ce moment un plafond de 13 500 troupes qui ont été autorisées par le Conseil de sécurité, avec le retrait des troupes au 30 avril 2024 du Sud Kivu. Nous allons arriver avec au démarrage de la prochaine année budgétaire au 1er juillet 2024 avec 11 500 qui est le plafond autorisé par le Conseil de sécurité. Ces informations, par ailleurs, je veux juste vous le dire, si vous voulez avoir la curiosité d'aller lire la résolution 2717, ces chiffres, c'est pas de la théorie, c'est dans la résolution de 2717 dont on vous a parlé au tout début de cet échange. Donc voilà pour ce qui concerne la question des troupes. En ce qui concerne je vais juste aller jusqu'au bout avec ça, c'était les militaires. Pour ce qui concerne les policiers individuels, au moment où nous allons entamer la prochaine année budgétaire au 1er juillet 2024, nous allons passer de 591, qui est le plafond autorisé en ce moment par le Conseil de sécurité, à 443 policiers à partir du 1er juillet. En ce qui concerne les unités de police constituées, pour dire en anglais les FPU, les Formed Police Unit, le plafond autorisé en ce moment, c'est 1410, encore une fois autorisé par le Conseil de sécurité. Et lorsque nous allons dans l'année budgétaire qui démarre au 1er juillet 2024, nous serons à 1270. C'est le plafond autorisé, encore une fois, par le Conseil de sécurité. Donc, vous avez la partie militaire, la partie police, et dans la partie police, vous avez 2 composantes, les unités de police constituées et les policiers individuels. Donc, voilà, ça c'est la réponse à la question qui était posée, je pense, par une dame.
fait, donc j'essaie de me rappeler les questions parce que c'était pas évident. Regret ou satisfaction, je pense que pour moi, personnellement, en regardant l'historique de l'accompagnement de la mission, des différentes missions de paix, MONUC et ensuite MONUSCO, et en regardant objectivement où était la situation du pays il y a 20 ans en arrière, où vous aviez des troupes, y compris à Kinshasa. Aujourd'hui, ça fait déjà très longtemps, il n'y a pas de troupes présentes à Kinshasa. Il n'y a pas de troupes présentes dans plusieurs provinces du pays. Nous sommes en ce moment dans 3 provinces du pays. Je dis c'est le dernier chapitre qui très souvent, comme les marathoniens, c'est toujours le plus difficile. C'est un petit peu ça où on est maintenant. Donc, je ne peux que dire que tous les collègues qui ont contribué à où nous sommes arrivés aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'ils ont accompli du bon travail. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, beaucoup reste à faire et beaucoup reste à faire avec une prise en main, une prise en charge, une responsabilité de l'autorité congolaise, de son propre destin. Et en fait, si on regarde bien, c'est ça l'aspiration du peuple congolais, de l'autorité congolaise, c'est de prendre son destin en ses propres mains. Bien, je vais essayer aussi d'apporter quelques éléments de réponse. Regret ou satisfaction, je crois que j'ai répondu à la question. Il y a toujours une difficulté, vous savez, lorsqu'on fait de tel type d'évaluation. Personne, et absolument personne, ne peut nous projeter aujourd'hui les images de ce que serait ou ce qu'aurait été notre pays depuis 20 ans, 25 ans, sans un partenariat avec les nations. Personne ne peut nous projeter cela, parce que même si on a une mémoire par laquelle c'est assez compliqué. Ça veut dire tout simplement que ce serait-il passé que la MONUSCO n'était pas là. Ça, on a beaucoup d'éléments. Ça, c'est d'un un. Des deux, la MONUSCO, c'est pas seulement de l'action militaire, c'est ces 88 millions poussières de salaire, de pouvoir d'achat supplémentaire apportés à nos compatriotes. C'est l'emploi aussi. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement, nous avons discuté de la question concernant l'avenir de nos compatriotes qui travaillent à la MONUSCO. Ils sont à peu près 1600 personnes. En résumé, comme il a dit, comme je dis, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Et donc, je n'aime pas verser dans des évaluations, je ne dis pas hâtives, mais qui ne sont pas complètes. Il y a un travail qui a été fait, il faut l'apprécier. Et aussi, je termine sur la question, qui a dit que nous n'allons plus continuer à travailler avec les Nations Unies? Personne. Réalisez la lettre du gouvernement. Et ce que nous faisons aujourd'hui, et voilà. Le retrait a commencé, la première fermeture. Peut-être que Madame la représentante spéciale a une idée là-dessus. J'ai dit ça a commencé parce que nous parlons du retrait du Kivu, à partir du Kivu. Et nous travaillons parce que ce n'est pas par un claquement du doigt qu'on retire des troupes, quelles qu'elles soient. Il y a la préparation matérielle, il y a une série de conditions sécuritaires, il y a la relève et tout. Donc, nous sommes dans cette perspective-là. Guerre après guerre, on ne peut pas faire. Donc, le retrait a commencé. Je comprends le souci de voir un peu, quelque part,
des militaires montés dans des avions, ça viendra quand tout sera à maturité. Mais le retrait a commencé. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des équivoques là-dessus, qu'il y ait encore des débats sur le retrait. Et crise entre Bujumbura et Kigali, mesures préventives. Red Tabara. Je voudrais préciser à l'intention de la personne qui a posé la question. Red Tabara, je crois, c'est Résistance pour l'état de droit. Il y a un mouvement rebelle burundais dont les éléments se sont enfouis et sont sur le territoire congolais. Il existe au niveau de mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Il existe ce qu'on appelle groupe de contact et de coordination, dont la mission est de réfléchir, de travailler sur la question de groupes armés étrangers qui évoluent en RDC sur leur retour dans leur pays, en dehors bien sûr des moyens militaires. Le groupe existe. Le 15 décembre de l'année dernière, il y a eu à Dar es Salaam une réunion des chefs des services des renseignements et de sécurité du Rwanda, du Congo, du Burundi, de la Tanzanie, je ne sais pas si j'ai oublié encore un autre pays, de l'Ouganda, se sont réunis, ils ont fait l'évaluation. En ce qui concerne le groupe qui a fait mouche au Burundi il y a quelques jours, je dois prendre du recul et vous dire qu'avant les élections, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, qui est M. Wang, je crois, Wang Chia, qui est basé à Nairobi, m'a contacté pour me dire qu'il y a certains membres du groupe Red Tabara, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont accepté de rentrer dans leur pays, de réintégrer, si vous voulez, leur pays d'origine, et qu'il fallait des facilitations du côté de la RDC. Nous avons répondu positivement. L'évaluation du 15 décembre de cette année à Tanzanie a établi, de par la déclaration même de la délégation burundaise, les dispositions sont prises pour accueillir dans de bonnes conditions ces rebelles de ce mouvement, de ce groupe armé qui veulent rentrer. Et donc, on travaille à ça. Je crois que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés est mis à contribution. De notre part, des mesures préventives, non, ce ne sont pas des mesures préventives. Nous avons des dispositions militaires qui existent. Ce n'est pas ici les lieux de vous en parler, pour défendre notre pays. Et nous avons aussi la perspective de coopération régionale à laquelle je viens de faire. Donc, le dossier est pris en charge à ces niveaux-là. La question de savoir, je crois que on a oublié la question de savoir, c'est comme ça que j'ai résumé. Si aujourd'hui, je crois que c'était ça la question, la MONUSCO peut ou va assister la RDC en cas d'attaque ou de violence qui viennent d'un groupe armé. Je crois que c'est ça la question. La réponse est simple. Vous n'avez pas la résolution, je vais vous lire le paragraphe. Le paragraphe 20. Il est dense, je vais vous dire les éléments essentiels. Ça, c'est la résolution qui a été votée le 20. Se déclare favorable, et cela, c'est le Conseil de sécurité, à ce qu'un appui soit donné à des forces régionales comme il convient. Déclare le Conseil de sécurité son intention d'étudier si les pays hôtes et l'organisation concernée en font la demande de manière claire et précise. Les conditions dans lesquelles la MONUSCO pourrait donner un appui logistique et opérationnel limité à une force régionale déployée sous l'égide de l'Union africaine
dans la zone de déploiement de la mission aux fins de l'exécution du mandat de celle-ci et on peut conclure. Donc, il y a une base juridique certaine qui permet de trouver la réponse à la question. Et la conditionnalité, évidemment, c'est bien dit. Il faut que la RDC, et en espèce, je ne sais pas, on fait ça, et la mission de la SADC en RDC, qui est déjà sur le terrain à Goma, faut que le pays et cette mission-là en formule conjointement la demande. Donc, l'ouverture est là, on n'a pas à se dans le sens de voilà. Je pense que ce sont les questions qui ont été posées. Le déploiement des forces de sécurité. Ah oui. Je vois. Non, mais attendez là. Ne me demandez pas de venir dans une réunion de presse, dans une communication publique, vous dire qu'il y aura un policier, 2 militaires. C'est pas là où on fait ça. Ce sont des secrets défense. Et c'est d'ailleurs mon collègue, le vice-premier ministre de la Défense et le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui techniquement sont mieux outillés que moi pour vous le dire, même si les affaires étrangères sont au carré. Donc, sachez tout simplement que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement assume toutes ses responsabilités. L'État congolais assume toutes ses prérogatives régaliennes, dont celle d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Donc là, pas de doute de constitution. Personne n'attend faillir à son devoir. Juste pour compléter la partie sur le partenariat avec Force Régionale, tout a été dit à travers la résolution, je ne reviens pas là-dessus, mais peut-être juste de rappeler à tout le monde que dans le contexte de la mise en œuvre de notre mandat, rappelez-vous que j'ai dit des engagements, continuation de mise en œuvre du mandat, transition et retrait. Alors, nous avons depuis le début, pour ce qui concerne le Nord Kivu, il y a une opération qui a fait d'ailleurs l'objet d'un point de presse du commandant de la force, qui est l'opération Springbok, et qui est une opération conjointe entre les FARDC et la force onusienne sur précisément ces théâtres de Nord Kivu avec Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Je ne veux pas parler de technique militaire, mais je pense que lorsque le commandant de la force m'en parle, il me dit nous avons 5 points de blocage, blocking position par rapport à l'opération Springbok et qui regarde comment faire en sorte qu'on soit dans une position qui permette de repousser le M23 par rapport aux prises de Saké et de Goma. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours déjà depuis plusieurs mois. Donc, il n'y a pas une question, est-ce que vous faites de l'appui au FRDC? La continuation de l'appui au FRDC en tant que mise en œuvre de notre mandat est toujours en cours. Et je m'arrête là pour ça. Et pour le dernier point par rapport à une des questions, c'est où démarre, quelle est la première base qui va fermer dans le sud Kivu? C'est la base de Kamanyola. Donc c'est très clair, il y a un processus. Une fois que la décision est faite entre les FARDC et la force, il y a un compte à rebours et le compte à rebours a déjà démarré et fait en sorte que cette base, elle sera complètement fermée à un moment donné. Et si j'ai bien compris, ça sera le 15 février au plus tard. Et aussi, je pense qu'il est important de mentionner que pour ce qui concerne les bases qui ont fermé avant même, parce que vous vous souviendrez, Excellence, qu'on avait dit déjà en décembre 2023, commence le retrait. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, nous avons fermé la base de Lubero dans le Nord Kivu. Et pour ceux qui suivent encore l'actualité, l'année dernière, nous avions eu Butembo,
et nous avons aussi fermé la base de Boutambo. Donc Boutambo est fermé, Lubero est fermé, la prochaine base à fermer dans le contexte du désengagement Sud Kivu, c'est Kamanyola. Bien, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, avant de passer la parole à madame la représentante spéciale pour clôturer, le gouvernement, comme maître des lieux, a introduit, convient que c'est dans les bonnes manières, les bonnes pratiques, que notre hôte puisse clôturer. Je voudrais encore une fois remercier ceux qui sont venus et je voudrais au nom du gouvernement également exprimer nos remerciements à toute l'équipe des Nations Unies représentée par la MONUSCO et à sa chef, madame la représentante spéciale, pour la disponibilité, l'esprit d'ouverture et l'engagement à faire en sorte que ce retrait qui a fait couler tant d'encre et de salive soit une réalité, mais une bonne réalité, qui va être, comme le président l'a dit, je termine sur ce point par là, un modèle mis à l'actif et de la RDC et des Nations Unies. Permettez aussi, la charité bien ordonnée commence par soi-même, que je puisse féliciter tous mes collègues du gouvernement, tous nos experts qui ont travaillé à ce dossier et qui doivent continuer à travailler parce que, en dehors du plan en lui-même, il y a des tranches sectorielles qui nécessitent un travail de réflexion approfondi dans le même climat et qui nécessitent le réalisme et l'implication de tous, ministère sectoriel par ministère sectoriel, d'autant plus que il y a un des responsables qui est là, M. le Marquis, Madame la ministre d'État n'est pas là. Il y a un travail qui se fait entre les Nations Unies et le gouvernement en ce qui concerne, si vous voulez, le partenariat général. Donc, félicitations. Continuez. Au nom du président, soyez fiers de ce que vous avez fait comme travail. Je vous transmets aussi des félicitations. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez remercié nos partenaires. Il est important de dire que quand nous avons travaillé, après le travail, nous avons discuté avec les ambassadeurs, les représentants des pays membres du Conseil de sécurité, en particulier les P5, les membres permanents, les A3, les pays africains qui sont au Conseil de sécurité. Ils nous ont beaucoup aidés pour avoir la déclaration, pour avoir cette résolution. Que nos remerciements soient aussi exprimés à ces héros, entre guillemets, dans l'ombre. Voilà, madame, c'est à vous à clôturer la scène. Merci beaucoup, Excellence. Je pense que non, clôturons, c'est le lieu des remerciements. J'en avais exprimé au départ et vous les avez réitérés. Et je crois que moi, ce que je veux retenir pour cette fin d'échange, c'est l'esprit constructif et de collaboration qui a prévalu au cheminement que nous avons fait depuis plusieurs mois. Donc, je ne peux que demander, puisque on dit qu'en début d'année, il faut faire des souhaits, que cette continuation d'esprit constructif et de partenariat pour réussir la vision du chef de l'État, c'est quelque chose à laquelle chacun de nous, chacune, sommes engagés. Et Unies de la RDC, la MONUSCO, et que les agences, fonds et programmes continuent d'accompagner l'autorité congolaise à tous les niveaux. Et donc, retroussons-nous les manches. Je pense que c'est ce que vous avez dit en des mots plus élégants, Excellence. Retroussons-nous les manches. Chaque jour, chaque heure va compter pour que nous soyons au rendez-vous
Parce que moi, ce à quoi je voudrais être associé dans quelques années, c'est que nous avons pu, en RDC, écrire en lettres d'or que une mission qui a vécu, contribué très longtemps dans le pays est partie en toute sérénité et avec dignité de la RDC. Et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le point de presse de ce jour. Le protocole remercie l'assistance de bien vouloir rehausser de sa présence. Et pour immortaliser ce moment de travail, leurs excellences vont nous accorder 5 minutes pour une séance de photos de famille. Et j'invite très rapidement le protocole à bien vouloir réaménager l'endroit pour la photo de famille. Le protocole est appelé à dégager l'espace très rapidement pour la photo de famille. Et nous allons exécuter notre séance photo selon la préséance ci-après. La première séance prendra son Excellence le vice-premier ministre avec C'est pas trop loin? Oui, rapprochez encore un peu.